Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On continue le parcours de formation et sur la thématique des circuits frigorifiques, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo, j'essaye de reprendre un petit peu le rythme et aujourd'hui on va essayer de répondre à une question: quelle est la bonne pression BP que l'on doit obtenir dans une chambre froide? Donc pour rappel, une chambre froide, c'est une enceinte qui est constituée de panneaux sandwich isothermes. Ces panneaux vont permettre de maintenir la température à l'intérieur de l'enceinte afin de conserver de façon optimale un certain nombre de produits. On pourra stocker par exemple des fruits et des légumes. On pourra également stocker donc de la charcuterie ou des produits emballés, du poisson frais, de la viande. Ces enceintes réfrigérées pourront également accueillir du personnel, des salariés qui vont réaliser de la préparation froide, donc ces enceintes devront être réfrigérées également. Et également on peut retrouver des enceintes à température négative afin de conserver des produits congelés. Alors de façon très globale et très générale, on va avoir différentes températures à l'intérieur de notre enceinte en fonction donc du type de denrée. Sur des températures négatives, bien sûr, nous allons stocker des produits surgelés ou des produits congelés. Et sur des températures positives, on va se retrouver plutôt sur des fruits et légumes, sur du poisson ou sur de la viande fraîche. Alors le choix de la température à l'intérieur de notre enceinte n'est pas à prendre à la légère. Nous avons déjà des tableaux prêts à l'emploi qui vont nous donner les conditions optimales de conservation de ces différents produits. Et ça, c'est très important à plus d'un titre, puisqu'une bonne conservation des produits à la bonne température et à la bonne hygrométrie va permettre de limiter la propagation des bactéries, mais également de garantir une qualité gustative au niveau du consommateur. Alors là, je vais vous présenter un tableau qui recense un petit peu les différents types de produits avec leurs conditions de stockage optimales. Ce tableau, donc moi je l'ai trouvé sur le site Fritech. Fritech, c'est un distributeur d'équipements frigorifiques. C'est pas un placement de produit, mais le fait est que le tableau est sur leur site. Vous pouvez chercher aussi sur internet. Il y a plein d'autres ressources à ce niveau-là. Donc je vous présente ce tableau. Donc on se retrouve ici avec le tableau de conservation des produits alimentaires les plus courants en chambre froide. Donc c'est un tableau que j'utilise assez souvent, il est très intéressant, il y a pas mal d'informations. Donc on se retrouve ici avec la première colonne, la colonne des produits. Donc le produit peut être frais ou congelé. Et donc bien sûr les températures ne sont pas les mêmes, les températures de conservation. D'ailleurs c'est la troisième colonne ici, température de stockage. Ensuite on va retrouver une colonne qui va concerner donc l'hygrométrie. Donc ça c'est le taux d'humidité à maintenir à l'intérieur de la chambre froide pour un temps d'entreposage qui ici peut être en semaine ou en mois. On se retrouve ici avec une colonne point de congélation. Bon, donc, soit dit en passant, on voit que la viande, le beefsteak ne gèle pas à 0 degré mais plutôt à -2. Et on va se retrouver enfin avec des chaleurs spécifiques avant congélation, après congélation. Mais ça, c'est des valeurs qui vont surtout nous aider à réaliser le bilan frigorifique lorsqu'on veut faire le calcul des apports par les denrées. Donc on va prendre un exemple, on passe par exemple sur du veau. Allez, on est parti, le veau donc en frais, donc il doit être conservé de -1 à +1 degré, avec une humidité relative de l'ambiance comprise entre 85 et 90%. Et dans ces conditions, donc il pourrait être stocké de 1 à 3 semaines. Voilà. Ensuite, on a le poisson qui, lui, poisson frais, peut être stocké entre 0 plus 2 et avec une ambiance à 90% jusqu'à 100%. Après, on se retrouve avec les produits laitiers. Et donc, on retrouve les œufs frais qui, eux, sont conservés à +10, voire jusqu'à +13. On a de l'huile, enfin, on a pas mal de produits et je pense que c'est un outil qui peut vous aider pour pouvoir déterminer les températures de stockage à l'intérieur de l'enceinte de vos produits. Okay, donc là, on voit qu'en positif, on peut aller jusqu'à +10 pour les œufs, par exemple, enfin jusqu'à +13 même, je dirais.
Et en négatif, pour la glace par exemple, on peut aller jusqu'à -26. Est-ce que dans la liste de produits, on peut aller plus bas? Oui, le poisson congelé ici, on pourrait le conserver jusqu'à -28. Donc voilà. Et la volaille congelée, -30. Voilà, donc vous voyez que dans une chambre froide, hein, on peut balayer toutes les températures, hein, de -30 jusqu'à +10. Allez, on revient à notre slide. Alors on vient de voir qu'on pouvait balayer des températures qui peuvent s'étaler de -30 à +10 dans une chambre froide. Mais vous allez me dire, quel est le lien entre la température à l'intérieur de l'enceinte et la pression BP? Les deux sont complètement liés, hein. La porte d'entrée pour pouvoir déterminer une bonne pression BP, c'est le type de denrée et leur température de stockage. Et éventuellement l'hygrométrie, on verra après. Mais ça, c'est très important de bien identifier la température à l'intérieur de l'enceinte en fonction du type de produit pour pouvoir dérouler ensuite sur la température d'évaporation. On peut passer au slide suivant. Allez, on avance un petit peu sur la thématique et là, sur ce slide, on va essayer de trouver la température du fluide frigorigène à l'intérieur de l'évaporateur. Deuxième étape. Donc, vous vous rappelez, l'évaporateur, c'est l'équipement qui se trouve à l'intérieur de notre chambre froide et qui va capter la chaleur donc produite tout au long de la journée à l'intérieur de notre chambre froide, hein, la chaleur qui a été apportée donc par les parois, par les denrées, par les personnes, par les ouvertures de portes, etc. Donc le fluide frigorigène arrive à la pression HP et à l'état liquide à l'entrée du détendeur. Le détendeur, lui, c'est un appareil qui va créer une chute de pression. Donc le fluide frigorigène sort du détendeur à la pression BP et majoritairement à l'état liquide. Ce fluide frigorigène, donc, qui s'est refroidi à cause de la chute de pression, va traverser notre évaporateur et va capter toute la chaleur produite à l'intérieur donc de notre chambre froide. Ce fluide va se transformer au fur et à mesure de son avancée dans l'échangeur et va sortir à l'état vapeur. Et ensuite, donc, ce fluide va être aspiré pour un nouveau cycle au niveau de notre compresseur. Alors on va essayer de prendre un cas pratique pour mieux comprendre. Donc si j'ai une chambre froide et je souhaite stocker du poulet emballé, attention, c'est une précision très importante. D'après le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, il faudra le stocker à une température de 1 degré. Alors la question à 3000 $ pédagogique, quelle est la température du fluide frigorigène à l'intérieur de l'évaporateur? Allez, je vous laisse quelques secondes pour essayer de réfléchir. Allez, j'avance et là je vous dis que l'écart de température sur du produit emballé entre le fluide frigorigène et l'ambiance doit être compris entre 5 et 10 degrés. C'est-à-dire que notre température d'évaporation, la température du fluide frigorigène dans notre évaporateur, devra être comprise entre -4 et -9 degrés. Alors on va essayer d'analyser un peu plus précisément ce qui se passe. Si je me base sur la borne basse, par exemple -4 degrés, si mon fluide à l'intérieur de mon évaporateur est à -4 et que mon ambiance est à 1 degré, est-ce que mon évaporateur pourra refroidir ma chambre froide? La réponse est simple, c'est oui, puisque le fluide est plus froid que l'ambiance, donc du coup l'ambiance va se refroidir. Et ça c'est d'autant plus vrai si je prends la borne haute, si mon fluide est à -9 degrés à l'intérieur de mon évaporateur, mon ambiance qui est à 1 degré bien sûr pourra se refroidir plus facilement. Alors attention, j'attire votre attention que cet écart de 5 à 10 est prévu pour des produits qui sont emballés, donc c'est-à-dire des produits qui peuvent être frais ou surgelés. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Lorsque vous avez un produit emballé, vous prenez un écart entre 5 et 10 degrés et vous le retirez à votre température d'enceinte et vous avez votre température d'évaporation. Allez, pour bien mettre les choses en place, je vous propose un deuxième exercice. Donc on se retrouve cette fois-ci sur la même chambre froide, mais je souhaite conserver du poisson nordique congelé, emballé à une température de -23. C'est la température que me donnait le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure.
quelle est la température d'évaporation. Allez, une petite addition, une petite soustraction. Donc la température d'évaporation, bien sûr, sera plus froide que notre ambiance. Et donc on va se retrouver avec une température d'évaporation qui pourra se trouver entre moins 28 et moins 33 degrés. Allez, j'apporte une petite précision, puisqu'en fin de compte, vous pouvez choisir une température d'évaporation correcte pour ce cas qui va être comprise entre moins 28 et moins 33 degrés. Et je vais essayer de raisonner sur les bornes extrêmes. Donc, sur la borne extrême moins 33, donc la température la plus froide, ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, l'évaporateur pour cette température-là sera plus petit. On peut se permettre d'acheter un évaporateur plus petit, puisque la température à l'intérieur de notre évaporateur sera plus faible, donc on peut se permettre d'avoir une surface d'échange plus petite. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Ensuite, on aura une consommation électrique qui va être plus grande, puisque notre température, vous comprenez bien, est plus basse. Et enfin, on aura une baisse de l'hygrométrie dans la chambre froide, puisque le fluide frigorigène est à moins 33 degrés, et plus la température est basse, plus votre évaporateur va déshumidifier l'air de votre ambiance. Mais ça, je vais dire un mot plus précis tout de suite après. Si je vais sur l'autre borne, donc on a dit moins 28, là on va se retrouver avec cette fois-ci un évaporateur qui sera un peu plus grand, puisque la température d'évaporation est plus faible. Donc il faut plus de surface d'échange. Dans la mesure où la température d'évaporation ici est plus haute, donc on aura une consommation électrique qui va diminuer par rapport au premier cas. Et de la même façon, on va avoir donc une hygrométrie qui sera un peu plus grande que par rapport au cas où le fluide était à moins 33 degrés. Alors vous voyez, c'est assez simple, hein. Lorsqu'on a des produits emballés, hein, on retire 5 à 10 degrés sur la température de l'enceinte et puis on obtient donc notre température d'évaporation. Attention, lorsqu'on a des produits emballés. C'est tout à fait différent lorsqu'on va travailler avec des produits qui sont justement non emballés et c'est l'objet du slide suivant. Et donc au sujet des produits non emballés, donc là on n'est plus sur la règle de l'écart 5 à 10, hein. On est sur une courbe qui va nous donner plus précisément l'écart à respecter pour connaître la température d'évaporation. Donc pour les produits non emballés, le contrôle de l'hygrométrie est obligatoire. Et donc l'hygrométrie, c'est la quantité d'eau, d'humidité contenue dans l'atmosphère, et ça s'exprime donc en pourcentage. Donc dans la mesure où les produits ne sont pas emballés, ils sont très sensibles au niveau d'humidité. Donc pour les fromages, d'après le tableau que je vous ai présenté précédemment, on serait sur du plus 1 à 80% pour ce type de fromage. On aurait du poisson à 0,90% d'hygrométrie, des fleurs à plus 1 à 85% d'hygrométrie, des fruits et légumes aussi, sûrement sur ces conditions d'hygrométrie également. On va retrouver aussi de la carcasse à moins 1 de température et à 90% d'hygrométrie. L'hygrométrie est une caractéristique très importante pour la bonne conservation de nos denrées. Ici, on a deux exemples hein, avec des pommes qui pourrissent, qui noircissent, et ça c'est sûrement lié à une mauvaise conservation du produit. Nos chers bouchers charcutiers, eux, sont très à cheval sur le niveau d'hygrométrie de la chambre froide, puisque les carcasses contiennent beaucoup d'eau. Et si l'hygrométrie de l'enceinte est trop faible, les carcasses donc vont s'assécher et vont perdre de la masse. Et notre cher boucher va perdre du chiffre d'affaires. Et ça, c'est lié au fait qu'il faut absolument déterminer correctement la température d'évaporation pour avoir exactement le bon niveau d'hygrométrie. Mais de façon un peu plus précise, comment ça se passe? Donc on se retrouve avec de l'air de la chambre froide qui contient donc de la vapeur d'eau, hein, tout simplement. Et cette vapeur d'eau, au contact des parois froides de notre évaporateur, va se transformer en liquide. Ce liquide va être récupéré en partie basse. On l'appelle aussi condensat, hein, donc on va se retrouver avec un bac de récupération des condensats en partie basse.
Et cette eau qui se condense sur notre évaporateur est tout simplement de l'eau qui était contenue à l'intérieur de notre chambre froide dans le produit, hein, donc ça peut être de la viande, enfin quel que soit le produit, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc c'est important de bien déterminer la température d'évaporation. Ce phénomène de condensation, on peut le retrouver sur un exemple pratico-pratique. Vous mettez une carafe d'eau en été sur une table avec de l'eau froide à l'intérieur. L'air qui entoure donc notre bouteille est chargé en humidité à l'état vapeur. Et donc au contact de la bouteille qui est froide, cette humidité se transforme en gouttelettes d'eau à l'état donc liquide. Alors la question à 3000 $ pour ce slide, c'est tout simplement comment déterminer correctement la température d'évaporation pour avoir le bon niveau d'hygrométrie dans notre chambre froide. Et bien pour cela, on a une courbe, on l'appelle la courbe d'hygrométrie, et je vais vous la présenter dans le slide suivant. J'espère que vous tenez bon. Allez, courage! Alors comment se présente la courbe d'hygrométrie? Donc en ordonnée, on va avoir l'hygrométrie en pourcents. Donc la courbe va de 70 à 100% en ordonnée. Et ici, en bas, nous avons l'écart entre le fluide frigorigène et l'ambiance. Donc ça, c'est notre delta T local et fluide frigorigène. Donc ça va de 1 à 12. Et donc je pense que vous avez compris, hein, pour mon fromage, si je veux le conserver à plus 1 degré dans l'enceinte avec une hygrométrie de 80%, quel est l'écart entre le fluide et le local? Donc là, c'est assez simple, hein, je pense que vous avez compris. Donc je vais tracer une droite horizontale sur le 80%. Je l'emmène jusqu'à la courbe et là, donc j'ai mon écart. Donc pour avoir 80% d'hygrométrie, il faut que j'ai un delta de 9. Et donc là, vous savez faire le calcul, hein, je fais 1 moins 9 et ça me fera donc une température d'évaporation de moins 8 degrés. Donc c'est-à-dire que le fluide frigorigène à l'intérieur de mon évaporateur devra être à moins 8, tout simplement. Allez, on est parti pour un deuxième exemple. Et là, on va parler du poisson à 0 degré et à 90%. Donc 90% se trouve ici. Je projette sur la courbe, je descends et mon écart est de 5. OK? Donc 0, moins 5, ça fait bien une température d'évaporation de moins 5. Pour les fleurs, à plus 1, 85, donc ça fait un écart de 7. 1, moins 7, donc ça fait une température d'évaporation de moins 6. Et pour le dernier, pour la viande, 90%, on est parti. 90%, je projette, ça me fait un écart de 5. Moins 1, moins 5, ça fait bien moins 6. Et c'est ma température d'évaporation. Voilà, donc pour les produits emballés, vous utilisez cette courbe et vous n'aurez aucun souci puisque cette courbe vous permet donc de déterminer l'écart entre le fluide frigorigène et le local, mais également va vous permettre de maintenir le niveau d'hygrométrie souhaité dans votre chambre froide. Allez, je reviens sur des choses un peu pratiques. Donc on se retrouve ici avec le compresseur qui est le cœur de l'installation. Il aspire des vapeurs BP et les refoule à la pression HP. Ensuite, de façon chronologique, on se retrouve dans le condenseur. Depuis le condenseur, on va vers le détendeur. Depuis le détendeur, on va au niveau de notre évaporateur. Ici, il y en a 3 types, hein. Visiblement, il n'y en a qu'un dans cette chambre froide. Et cet évaporateur va permettre de refroidir notre enceinte. Notre enceinte, vous vous rappelez, elle pouvait avoir plusieurs températures en fonction du produit que l'on voulait stocker. À partir de cette température, on pouvait déterminer la température d'évaporation. Maintenant, vous êtes à jour à ce niveau-là. Et donc la question maintenant à 3000 $, c'est lorsque je vais mettre mes manos, quelle est la pression que je devrais lire côté BP, puisque maintenant je connais ma température d'évaporation. Allez, on continue un petit peu avec les différents équipements pour bien fixer les choses, pour bien comprendre. Donc on se retrouve avec le compresseur ici qui va permettre la mise en mouvement du fluide frigorigène dans le circuit. Il aspire des vapeurs à la pression BP et les refoule à la pression HP. Donc ce fluide se retrouve sur la ligne de refoulement, donc il traverse ensuite un clapet en tire-tour. Ce fluide qui est chaud va traverser le condenseur. Le condenseur, son rôle, c'est de refroidir le fluide frigorigène. Et donc dans la mesure où on a des vapeurs à l'entrée, donc ces vapeurs vont se refroidir et se condenser au fur et à mesure de l'avancée du fluide frigorigène dans l'échangeur. Donc on se retrouve normalement avec du fluide sous-refroidi
à la sortie du condenseur. Ce fluide va stocker dans la bouteille de liquide. On a un tube plongeur qui va donc permettre de récupérer le fluide et de l'envoyer sur la ligne liquide. Donc au niveau de la ligne liquide, on va retrouver les éléments assez classiques, basiques qu'on a vu tout au long du parcours de formation. Donc le filtre déshydrateur, le voyant de liquide, l'électrovanne. On se retrouve ensuite au niveau donc de notre détendeur. Et donc le fluide, en traversant le détendeur, va voir sa pression brusquement chuter. On se retrouve donc avec du fluide à la pression BP et qui est froid et qui est prêt à recueillir donc la chaleur de notre chambre froide. On se retrouve ensuite à la sortie de notre évaporateur avec du fluide normalement qui s'est complètement évaporé. Et donc ce fluide se retrouve sur la ligne d'aspiration et repart pour un nouveau cycle au niveau de notre compresseur. Soit dit en passant, ce tube d'aspiration doit être calorifugé avec de l'Armaflex pour pas citer la marque, mais c'est très important puisque donc le fluide frigorigène est très froid. Et donc il faut éviter la condensation de l'humidité contenue dans l'air. Surtout pour le client, hein, ça fait toujours mauvais effet d'avoir de l'eau un peu partout dans le local technique. Allez, on continue à mettre en place les choses intéressantes. Donc, au point 1, donc, on a de la pression BP. Au point 2, on a de la pression, cette fois-ci, HP. Au point 3, à l'entrée du condenseur, on a de la pression HP. Au point 4, à la sortie du condenseur, on a de la pression toujours HP. À l'entrée du détendeur, au point 5, on a de la pression HP. Attention, on change. Donc à la sortie du détendeur, au point 6, on a de la pression BP. Et à la sortie de notre évaporateur, on a de la pression BP. Donc on peut synthétiser en disant donc que les points 2, 3, 4... 2, 3, 4 et 5 sont à la pression HP. Et donc les points 6, 7 et 1 sont à la pression BP. Alors pour pouvoir mesurer les pressions dans un circuit frigorifique, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut brancher des manomètres. Donc un manomètre côté BP, le point 1, ça tombe très bien puisqu'il a la pression BP. Et un manomètre côté HP pour mesurer la pression HP. Donc là, nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est surtout la pression BP. Alors bien sûr, c'est pas la façon officielle de brancher des manomètres, hein. Bien sûr, il va falloir utiliser un manifold, bien tirer vos flexibles au vide et faire du bon boulot, s'il vous plaît. Allez, on avance sur la vidéo et là, on se retrouve avec une vue agrandie d'un manomètre de frigoriste. Alors, le manomètre, lui, permet de mesurer la pression. Attention, hein, il ne mesure pas une température, hein. Physiquement il mesure la pression et par gentillesse il nous donne la température. Okay, donc là pour ce cas là il nous donne uniquement la température du R410A. Bon, bah, ça tombe bien, c'est le fluide qui se trouve dans notre installation. Si vous avez un autre fluide, malheureusement il faudra utiliser vous pouvez utiliser votre manomètre et puis après transférer la pression sur RevTool pour pouvoir déterminer la température d'évaporation. Alors comment on va travailler ici? On va travailler donc avec les chambres froides qu'on a vu précédemment. Donc au niveau du fromage, vous vous rappelez, plus 1 à 80%, donc on était sur une évaporation de moins 8 de mémoire. Donc c'est bien ça, moins 8. Et donc normalement, si mon installation est bien réglée, je devrais trouver une pression qui se trouve pas loin des 5 bars ici. Donc voilà. Ok. Alors vous pouvez également utiliser RevTool de chez Danfoss, qui est une réglette que vous pouvez installer sur vos smartphones. Et là, lorsque vous mettez moins 8, vous obtenez la pression. Ou si vous mettez la pression, il vous donne la température. Ok. Donc à partir du moment où on a déterminé la température d'évaporation, bah, il est facile de mesurer la pression dans le circuit et de dire si la pression est correcte ou non. Ok. Donc on repart aussi sur le poisson par exemple qui lui a 0 degré et 90%. Donc là on était sur un écart, un delta θ de 5. Donc ça nous fait une température de moins 5 avec une pression d'évaporation de 5,9 lus au manomètre. Donc là moins 5, donc ici on est là.
donc on n'est pas loin des 6 en fin de compte, hein. Et même logique hein, pour les fleurs, hein. Donc on était sur un écart de 7 et donc une pression de 5,5. Et donc là j'ai changé un petit peu, j'ai mis de la viande à moins 23 et à 90%. Donc 90% c'est un écart de 5. Donc ça nous fait une évaporation à moins 28, pardon. Moins 28 sur le mano ici, donc on est pas loin de moins 30, donc on est un tout petit peu en dessous de 2 bars. Voilà. Alors on a bien avancé puisqu'on a déterminé les températures de nos denrées. Ensuite, on en a déduit notre température d'évaporation. Et à partir de là, donc il suffit de brancher nos manomètres et de mesurer la pression. Et vous pouvez comparer ainsi et savoir si vous avez une bonne pression BP dans votre circuit. Allez, un deuxième exemple pour bien enfoncer le clou. Donc là, je prends un autre fluide, hein. Admettons que j'ai une installation au R448. Et donc j'ai donc un manomètre à aiguille, ou bien je peux utiliser un manomètre numérique, électronique, ou la réglette RevTool, hein. Vous avez le choix, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et donc on va se retrouver ici sur du fromage toujours à plus 180%. Vous vous rappelez, donc là c'est une température d'évaporation de moins 8. Et donc pour du R448, attention, on est à une pression plus basse, hein. On est pratiquement à 3 bars, hein, 2,8, alors que pour le 410, on était aux alentours de 5 bars. Donc vous voyez que il faut bien prendre en compte le type de fluide que vous avez dans votre installation, puisque pour une même température d'évaporation, hein, en fonction du fluide, vous pouvez avoir une pression qui est complètement différente. Alors on continue avec le poisson qui avait un delta de 5, donc on était sur la chambre froide à 0 degré et à moins 5 en évaporation. Donc pour moins 5 en évaporation, donc on se retrouve ici aux alentours, oui, de 3,3 bars. Et enfin pour les fleurs par exemple, on est à plus 1, donc avec un écart de 7, et donc on se retrouve avec une température d'évaporation de moins 6 et donc 3,1 bars de pression d'évaporation. Allez, dernier slide, bravo à vous si vous avez tenu jusque-là. Donc on va revenir un petit peu sur les produits emballés. Donc vous vous rappelez, les produits emballés, qu'ils soient frais ou congelés, on pouvait prendre un écart entre la chambre froide et le fluide frigorigène compris entre 5 et 10, ce qui nous donnait par exemple pour du poulet qui est conservé à 1 degré, une température d'évaporation comprise entre moins 4 et moins 9. Et on avait dit en termes d'analyse que si on prenait une température d'évaporation de moins 9, on allait avoir une augmentation de la consommation électrique puisque le compresseur devait descendre plus bas en température et donc en pression. Et si on prenait une température de moins 4, on allait avoir une consommation électrique qui allait baisser. Ok ? Donc moi je vous propose de le mettre en évidence sur un cas concret. Donc on va essayer de balayer toutes les températures sur un mini projet. On va essayer de prendre les mêmes puissances, la même température de condensation et on va voir de moins 4 à moins 9 quelle est l'évolution de la puissance électrique du compresseur. Et en même temps on va essayer de voir le temps de compression, l'évolution du taux de compression de ce petit projet. Donc on va prendre du fluide de type R134A. Et donc pour rappel, le taux de compression, c'est la pression HP divisée par la pression BP en pression absolue. Et je vais utiliser Genetron Properties, donc que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. Et donc je vous remplis la première ligne et après le reste je le ferai tout seul. Allez, on est parti, Genetron. Donc sur Genetron, là je viens déjà dans un premier temps sur cycle. Et après je vais sur le deuxième item ici, cycle de base. D'accord, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc le fluide ici, je choisis mon fluide, donc c'est déjà sur A134. Au niveau du compresseur, donc là j'ai dit 10 000 watts, ok, 10 kW. Condenseur, on est sur du 40 degrés en condensation, d'accord, ça marche. Évaporateur, alors on va commencer par moins 4. Et ligne d'aspiration, je la laisse. Donc je fais play. Là il me donne toutes les caractéristiques, hein. Je clique sur compresseur ici pour avoir de façon plus précise ce qui se passe. Donc power ici c'est la puissance du compresseur, la puissance consommée électrique, donc 2,804. Donc je reviens ici 2,804. Par contre c'est des kilowatts. Ok, on va mettre ça en kilowatts. Et le taux de compression ratio ici, compression ratio 4,02. 4,02. Ça marche. Voilà,
j'ai rempli les deux. Donc là, pour moins 4, j'ai une puissance électrique du compresseur de 2,804 kW. Ok. Je remplis les autres et puis après, on fait la petite analyse. Ça marche? Bon, j'ai déjà spoilé le résultat. Je suis désolé. C'est pas grave. Allez, donc je fais le reste tranquillement, gentiment. Allez, me revoilà. Donc là, j'ai fait pour vous le travail, hein. Vous pouvez le faire en exercice, ça peut être intéressant. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour chaque degré Celsius d'augmentation, donc en termes de température d'évaporation, on a une augmentation de la puissance électrique. D'accord? Et ça, c'est dû au fait qu'on a le taux de compression, on le voit ici, qui augmente. Donc, c'est-à-dire que la différence, enfin le ratio HP sur BP bah, augmente, donc le rendement volumétrique du compresseur diminue et donc sa puissance électrique augmente. Donc, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur cette thématique, hein, n'hésitez pas. Et en conclusion, donc on va se retrouver avec... donc là, j'ai fait un petit produit en croix pour savoir l'augmentation moyenne ici. Et on se retrouve pratiquement pour chaque degré à 3% d'augmentation de la puissance électrique. Donc là, on est sur 10 kW, hein, mais après, c'est vrai que si on est sur des grosses installations, ça peut avoir son influence. Voilà. Donc n'oubliez pas que si vous prenez une température d'évaporation très basse, vous allez augmenter la consommation électrique de votre compresseur. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je vous dis prenez soin de vous et surtout à tout de suite pour la suite. Ciao, ciao.